Mars 2020. Nous sommes dans le Grand Est, en plein cœur de la première épidémie de Covid-19. Les professionnels de la santé de la région vivent un véritable cauchemar. Jean-Jacques Herbstein, médecin généraliste et auteur du livre « Je ne pouvais pas les laisser mourir », a été en première ligne. J'ai commencé à voir mourir des gens et nos salles d'attente se sont transformées en tranchées. On a vu monter en puissance l'épidémie et on a vu mourir nos premiers patients. Enfin, moi, j'ai vu mourir mes premiers patients en respectant scrupuleusement la doxa gouvernementale, ce qui est devenu, après, de manière un peu ironique et un peu cynique, la règle des 4D, Doliprane, dodo, domicile, décès. On ne peut pas commencer à laisser mourir les gens sans bouger le petit doigt. On est quand même des généralistes. Ça fait 25 ans que je suis installé, ça fait 25 ans que mes patients me font confiance. Je ne peux pas non plus leur dire « restez chez vous et attendez que ça se passe ». Une nuit, l'après-midi, j'ai vu une patiente, une jeune patiente de 40 ans, qui avait les symptômes du Covid. Alors moi, j'ai fait le réflexe, restez chez vous, ça va pas mieux, vous m'appelez, blablabla. Elle m'a chopé sur Messenger en disant, je vais pas bien. Il était minuit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai du mal à respirer. Je lui ai demandé de compter sa fréquence respiratoire, qui était au-dessus de 30. Et là, je dis, oula, c'est pas bon, c'est au-dessus de 25, il faut faire le 15. Donc faites le 15 immédiatement et vous me tenez au courant. Donc elle a fait le 15. Et le retour du 15, c'était « restez chez vous ». Je pense qu'à ce moment-là, les services de réanimation étaient au bord de l'implosion. Alors je lui ai dit « restez chez vous, d'accord, alors des conseils, vous m'appelez si vraiment il y a quoi que ce soit qui tombe mal, mais je viens vous voir demain ». Et le lendemain, je suis allé la voir, je lui ai prescrit la prise en charge théorique à laquelle on avait pensé. Il y avait 4 trucs, il y avait l'azithromycine, un anticoagulant parce qu'on commençait à savoir qu'il y avait des caillots qui pouvaient se former, un médicament pour l'aider à respirer, et puis du zinc, parce que le zinc a des propriétés antivirales. 48 heures après, plus rien. Plus aucun symptôme. On dit, tiens, il se passe quelque chose, quoi. J'ai dû traiter 80 patients, et le constat était simple, 0 hospitalisation et 0 décès. Et mon ami Denis Gastaldi doit être à plus de 100. Enfin, on était 3 généralistes, on arrivait à pas loin de 200 patients traités par azithromycine avec des résultats qui étaient quand même drôlement encourageants. Et on a pu un décès et puis une hospitalisation. Le docteur Herbstein et ses collègues décident ensemble de publier une tribune dans l'Est républicain, un journal régional, dans le but de partager leurs observations prometteuses avec le plus grand nombre. Il y avait une urgence absolue. Enfin, les gens ils tombaient comme un gravelotte, ça mourait quand même un petit peu. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être une solution. Pas la solution, mais une solution qui était devant nous. Donc on a été très prudents. Très prudents. Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Le papier sort le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, c'est repris par le Parisien. Le mardi matin, 8h, coup de téléphone du président du Conseil de l'Ordre, en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Et le président du Conseil de l'Ordre me dit « Maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez toute communication. » Malgré les vies sauvées, le docteur Herbstein se retrouve accusé par le Conseil de l'Ordre de ne pas avoir tenu compte des consignes gouvernementales. Le 9 juin 2020, malgré les résultats encourageants et l'efficacité observée de son protocole à base d'azithromycine et de zinc, la DGS, Direction Générale de la Santé, écrit un courrier à tous les médecins de France. Quand la DGS déconseille la prescription d'azithromycine, non seulement les prescripteurs comme nous ne comprennent pas, mais ce qui est terrible, c'est que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public qui a été traité par l'azithromycine avec succès, dit « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ?» Le 27 mars 2020, le gouvernement interdit aux médecins de ville de prescrire l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante. Faisons confiance à nos chercheurs. Sur la forme, je trouve ça scandaleux. On n'a pas à empêcher un médecin de prescrire un traitement, sauf si jamais il y a des preuves dans un sens de nocivité. C'est la première fois qu'on empêche un médecin de prescrire. Mais pas n'importe quel médecin, des généralistes. Parce qu'à l'hôpital, tout le monde a fait l'hydroxychloroquine. Il n'y a que nous, les généralistes, qu'on a complètement muselés. C'est un scandale très grave sur le plan de notre santé, de notre système de santé. D'abord, on a fait pire que ça. On a même conseillé aux malades de ne pas aller voir leur médecin. C'est-à-dire qu'on a des gens dont c'est le métier de prendre en charge les malades tous les jours. Ça fait pour certains 30 ans qu'ils sont médecins. Et tout d'un coup, on dit à leurs malades, surtout n'allez pas voir votre médecin. Et puis ensuite, on nous explique qu'on a fait 10 ans d'études, mais qu'on n'est pas capable
de déterminer si un patient peut ou ne peut pas prendre de l'hydroxychloroquine. Ça fait 30 ans qu'on le fait. C'est tellement invraisemblable. Et c'est ce contre lequel j'ai le plus lutté, c'est ce décret, qui est une ineptie totale. 90% des médecins avec lesquels j'ai pu parler de ce sujet ont le même avis que moi. Parce que ce sont pour la plupart des médecins généralistes par ailleurs, donc ils se sentent réellement mais exclus du système. Je pense que cette histoire d'effets secondaires ou de dangerosité de l'hydroxychloroquine est la plus belle plaisanterie médicale scientifique qu'on ait inventée depuis janvier 2020, depuis le début de cette pandémie. J'utilise l'hydroxychloroquine depuis 15 ans, 20 ans et particulièrement depuis 10 ans dans les maladies infectieuses, d'autres maladies infectieuses. Je n'ai jamais eu d'accident, mais ce n'est pas une statistique, donc je suis allé rechercher réellement ce qu'on avait comme études. Et parmi les nombreuses études que j'ai pu retrouver, j'ai vu un travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé, de 2009, c'est pas si vieux, qui avait réétudié et réévalué l'hydroxychloroquine en tant que médicament en vente libre. Ils ont étudié ça pendant 6 mois, 100 000 prescriptions, 65% de ces prescriptions étaient faites par des médecins généralistes, ce qui prouve bien que tout le monde en prescrivait très largement. Et la conclusion, c'est médicament toujours aussi efficace et toujours aussi peu dangereux. Et on a redonné non seulement l'AMM, mais aussi l'autorisation de vente sans ordonnance, donc vente libre, en 2009 à l'hydroxychloroquine. Vous imaginez bien qu'une telle étude faite par la Haute Autorité de Santé il n'y a pas si longtemps, donc avec des moyens modernes, s'il y avait eu le moindre danger de l'hydroxychloroquine, on l'aurait vu. Ce produit, en plus, il faut savoir, l'hydroxychloroquine donc, est prescrit dans des maladies comme le lupus, les polyarthrites pendant des années. Des années. C'est pas 10 jours. Là, contre le coronavirus, il s'agissait d'un traitement de 10 jours. Donc vraiment, on s'est moqué de nous. L'étude du Lancet, qui a fait scandale à un moment donné et qui a été retirée très rapidement, nous a beaucoup perturbés. En fait. Alors, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que j'en ai déjà vu d'autres, des études dans d'autres domaines totalement bidonnées. On va dire que celle-là était pire que les autres parce qu'elle était tellement grossière que c'était facile à voir tout de suite. Et d'ailleurs, nous avons été très choqués qu'un ministre de la Santé, médecin, spécialiste, habitué à lire des études toute la journée quand il était à l'hôpital, prenne cette étude pour argent comptant immédiatement et prenne une décision politique et juridique avec un décret exclusivement sur cette étude, enfin déclenchée par cette étude qui était une étude totalement bidon. Les décisions précipitées d'Olivier Véran sont d'autant plus surprenantes que tout le monde sait, dans la communauté scientifique, que les études peuvent être manipulées par l'industrie pharmaceutique. Autre scandale énorme, cette fois franco-français, qui éclabousse les études sur l'hydroxychloroquine. Dès la fin du mois de mars, la France a lancé une grande étude nommée Discovery pour identifier les médicaments qui marchent contre la Covid. On a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen, avec, vous le savez, plusieurs branches. Il y en a une sur la fameuse hydroxychloroquine et azithromycine. Il y en a aussi sur le remdesivir et plusieurs autres protocoles de traitement. On aura des résultats le 14 mai. Finalement, après des mois d'attente, des résultats partiels sont tombés en septembre, et ils sont saisissants. Dans Discovery, le groupe de malades ayant reçu de l'hydroxychloroquine a connu 31% de morts de moins que le groupe qui n'a pas reçu de médicaments. L'étude montre également une réduction de 17% de la sévérité des symptômes. C'est très encourageant pour ce médicament. Toutefois, il faut préciser que ces résultats ne sont pas significatifs sur le plan statistique, car le nombre de patients n'est pas assez élevé. Cela veut dire qu'il fallait intégrer plus de patients pour confirmer ce bon résultat. Mais ce n'est pas ce qu'ont décidé les responsables français de l'étude. Au contraire, à la mi-juin, ils ont décidé de l'arrêter, rendant statistiquement contestables des résultats pourtant favorables à l'hydroxychloroquine. Et il s'est passé exactement la même chose au CHU d'Angers, où l'hydroxychloroquine était testée contre placebo. L'étude e-Covid a été arrêtée brutalement alors que l'hydroxychloroquine était en train de montrer une diminution de la mortalité de 46%. Là encore, le résultat n'est pas significatif statistiquement, faute de patients en nombre suffisant. Mais avec un tel signal positif, une mortalité divisée par 2, il y avait toutes les raisons de continuer l'étude plutôt que de l'arrêter en cours de route. Je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire « mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés ? Quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une
partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est une question intéressante. Cette affaire est d'autant plus troublante que, par comparaison, un autre médicament a bénéficié d'un traitement très différent. Il s'agit du Remdesivir, un médicament à 2 000 € la dose, fabriqué par le laboratoire Gilead. En septembre 2020, le professeur Yazdan Pana, principal architecte de Discovery, est auditionné au Sénat. En ce qui concerne le Remdesivir, nous, pour l'instant, on n'a aucune preuve sur l'efficacité de ce traitement. Il y a eu 4 essais cliniques internationaux sur Remdesivir. Pour nous, il n'y a aucun qui nous montre vraiment que ce traitement est efficace. Donc on considère qu'il faut continuer à évaluer ces traitements. Malgré l'accumulation d'études défavorables, le professeur Yazdan Pana veut donc continuer l'essai Discovery sur le Remdesivir, alors qu'il a été décidé d'arrêter l'essai sur l'hydroxychloroquine au moment où elle semblait diminuer la mortalité de 31%. Alors pourquoi un tel 2 poids 2 mesures ? Ce médicament, le Remdesivir, serait-il une clé d'explication du scandale autour de l'hydroxychloroquine ? C'est la piste clairement évoquée par le professeur Raoult, auditionné au Sénat en juin 2020. Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Ce qui s'est passé dans les semaines suivant cette audition va définitivement donner raison au professeur Raoult. En juillet, à la surprise générale, le Remdesivir obtient de l'Union européenne et de la France une autorisation temporaire de mise sur le marché. C'était plus qu'étonnant car il n'existait alors aucune preuve de son efficacité et il y avait des signaux très clairs de sa toxicité sur les reins et sur le foie. Il donne des insuffisances rénales potentiellement graves chez des gens qui sont, je vous rappelle que ceux qui sont vraiment malades sont souvent des gens fragiles, âgés, ils ont un rein déjà fatigué, et en plus la maladie, le virus, attaque le rein, puisque vous savez qu'en dehors des poumons, il attaque le cœur et le rein. Donc, on est face à un virus qui attaque le rein chez des gens qui ont déjà un rein fragile, et on leur donne un médicament qui donne des insuffisances rénales. Est-ce raisonnable ? Le Remdesivir, déjà, c'est un traitement cher, lourd, hospitalier, bourré d'effets indésirables. C'est un médicament cher, injectable, réservé à l'hôpital. C'est un antiviral, donc il ne peut marcher que dans la première phase de la maladie. Quand vous êtes hospitalisé et que vous commencez à être en soins intensifs ou au moins sous oxygène et que vous commencez à avoir des insuffisances respiratoires, c'est fini, il ne marche plus. Il faut le donner beaucoup plus tôt, comme l'hydroxychloroquine. Sauf qu'on ne l'a pas en ville puisque c'est un médicament hospitalier. Donc c'est doublement absurde parce qu'on met en avant un médicament qui est à usage exclusivement hospitalier pour des malades qu'il faut traiter avant qu'ils arrivent à l'hôpital. En face, vous avez l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, on la connaît depuis 30 ans. On connaît tous ses effets secondaires, on n'a aucune inconnue sur cette molécule, et elle coûte 4 €. Vous êtes ministre de la Santé, vous décidez d'essayer lequel ? Celui que vous ne connaissez pas, qui vaut entre 2 000 et 4 000 €, celui que vous connaissez parfaitement et qui vaut 4 €. Voilà ce que je pense du Remdesivir. Quand l'ANSM a accordé au Remdesivir l'autorisation donc de provisoire de mise sur le marché, une ATU, eh bien, 2 jours plus tard, le Haut Conseil de santé publique, lui, au terme de ces débats qui sont publics, et on a les transcriptions, disait que c'était inefficace, cher, et qu'aucune preuve de l'efficacité clinique n'avait été apportée. Donc comment est-ce que l'ANSM a pu accorder une autorisation avec le texte dit une présomption forte d'efficacité, là où les experts, 2 jours plus tard, diront que c'est notoirement inefficace. C'est particulièrement choquant parce qu'au même moment, l'Agence du médicament a refusé à nouveau d'autoriser l'hydroxychloroquine en France. L'Agence du médicament refuse au professeur Raoult une recommandation temporaire d'utilisation de la chloroquine en disant « Écoutez, on ne peut pas, professeur, parce que, vous comprenez, 1, ça ne marche pas, 2, c'est dangereux. C'est même très dangereux, la chloroquine. » Sauf que cette même agence du médicament avait 2 mois auparavant, 3 mois auparavant, au mois de juillet, accordé une autorisation, cette fois-ci temporaire d'utilisation, au Remdesivir, qui, lui, était notoirement inefficace, et je vais y venir, et effectivement spécialement dangereux. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Tous les scandales de santé publique commencent comme ça. Ce refus d'autoriser l'hydroxychloroquine est d'autant plus choquant qu'à la fin du mois d'octobre, les preuves scientifiques sont désormais massivement favorables à ce traitement.
Sur 136 études réalisées sur ce médicament, les 3/4 concluent à son efficacité contre la Covid-19. Et quand l'hydroxychloroquine est donnée suffisamment tôt, comme le recommande le professeur Raoult, elle montre une efficacité dans 100% des études publiées. C'est pour cela que de très nombreux pays utilisent et recommandent ce médicament dans le monde entier. À l'automne 2020, 3 des plus grandes nations de la médecine recommandent officiellement l'hydroxychloroquine. La Chine, qui a inclus la chloroquine dans sa liste officielle des médicaments contre la Covid. La Russie, qui recommande l'hydroxychloroquine en traitement précoce. Et l'Inde, qui la recommande aussi à la fois en prévention et en traitement de la Covid-19. Mais peut-on avoir aujourd'hui un expert qui ne travaille pas pour un laboratoire? Parce que les laboratoires font systématiquement travailler les experts les plus connus. On a beaucoup critiqué les experts qui ont reçu de l'argent des laboratoires, de Gilead entre autres, mais de tous. Est-ce que vraiment ça les a influencés? Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de faire de procès d'intention. Mais il faut un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on a vu, avec cette crise du coronavirus, que le contre-pouvoir n'existait pas. On a vu que tout le monde allait dans le sens du plus riche, tout le monde allait dans le sens du médicament qui va rapporter le plus. Et c'est ça qui est gênant. Et on dit alors à qui on doit faire confiance? En effet, pendant que l'hydroxychloroquine était diabolisée, d'autres molécules efficaces ont été purement et simplement ignorées. C'est le cas de vieux médicaments qui ne sont plus sous brevet, comme la colchicine, l'ivermectine et la fluvoxamine. Tous les 3 ont fait la preuve de leur efficacité contre la Covid-19 dans des études contrôlées contre placebo, et pourtant les autorités et les médias restent silencieux, comme s'il n'y avait pas de place dans notre système médical pour les molécules qui ne rapportent plus rien aux laboratoires. Parmi les victimes de ce modèle économique, il n'y a pas que les vieux médicaments génériqués. Il y a aussi et surtout les molécules naturelles, comme les vitamines, les minéraux ou les plantes médicinales, dont l'efficacité peut pourtant être extraordinaire, sans le moindre effet indésirable. C'est le cas en particulier de la vitamine D, considérée par de nombreux scientifiques comme la vitamine de la décennie. Peu coûteuse, facile à prendre et sans effet secondaire, la vitamine D est au cœur de plus d'une quarantaine d'études scientifiques concluant à des résultats si spectaculaires pour lutter contre la Covid qu'on pourrait ne pas le croire. Comme vous allez le découvrir, la vitamine D en prévention permettrait de réduire de moitié le nombre d'infections au coronavirus. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D en traitement aurait pu sauver la vie de milliers de malades hospitalisés. Professeur de médecine, de physiologie, de biophysique et de médecine nucléaire, le professeur Michael Holick est l'un des plus grands experts de la vitamine D dans le monde. Il est à l'origine de plusieurs études portant sur l'action de la vitamine D contre le coronavirus. Le professeur Holick nous a reçus pour partager avec nous les résultats saisissants de ses recherches et les découvertes récentes autour de la vitamine D. Nos connaissances à propos de la vitamine D ont été bouleversées ces 10 dernières années. Si son rôle est crucial pour la santé des os et le métabolisme du calcium, il l'est aussi pour de nombreuses autres fonctions biologiques, notamment la réduction des risques de maladies telles que les cancers communs, les maladies auto-immunes graves comme la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, mais aussi les maladies infectieuses, y compris, selon nous, la pandémie de Covid-19, mais aussi les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, de dépression, et la liste est encore longue. De nombreuses études ont décrit comment la vitamine D agit sur le système immunitaire. Nous avons pu observer qu'une simple prise de vitamine D permet d'agir sur 291 gènes régulant la fonction immunitaire, la mortalité cellulaire et toute une série de processus biologiques. Une de nos études a donné des résultats incroyables. Donner à une personne 600 unités de vitamine D par jour permettait de réguler 150 à 200 gènes du système immunitaire. Mais avec 4000 unités par jour, ce chiffre passait à environ 300 à 400 gènes et à plus de 1000 avec 10 000 unités par jour. C'est ce rôle majeur pour la santé et le bien-être général qui explique l'intérêt qu'elle suscite dans le monde entier. Au début de l'année 2020, lorsque l'épidémie s'abat sur le monde, le professeur Holick est convaincu que la vitamine D pourrait avoir un impact contre le coronavirus. Lorsque tout a commencé en février dernier, j'étais en Argentine pour une partie de pêche et j'ai attrapé le dernier vol pour rentrer.
J'ai aussitôt écrit à mon hôpital et à d'autres personnes concernées en expliquant que cette pandémie pouvait certainement être combattue en augmentant les apports en vitamine D dans la population. De nombreuses études, dont les données de l'enquête nationale de santé américaine, ont montré qu'une amélioration du taux de vitamine D réduit les risques d'infection des voies respiratoires supérieures, dont la grippe et plusieurs virus du rhume, comme les adénovirus et les coronavirus. Nous connaissons le rôle très important de la vitamine D pour le bon fonctionnement du système immunitaire et la régulation de l'activité des cytokines. Or, l'une des principales complications de la Covid-19 est justement ce qu'on appelle l'orage cytokinique, à l'origine de nombreuses complications et de décès liés à cette infection. Il n'est donc pas surprenant qu'une amélioration du taux en vitamine D puisse contribuer à combattre cette maladie virale. Le professeur Hollick n'est pas le seul à comprendre immédiatement l'intérêt exceptionnel de la vitamine D pour lutter contre la Covid. La vitamine D est absolument essentielle. Ça réduit, ça a été prouvé, les infections hivernales. Vous aurez des grippes moins fréquentes, moins fortes. Vous aurez moins de rhume. Vous aurez même moins de cancers. Il y a une très belle étude canadienne qui montrait que c'était 2 fois moins de cancer du sein chez les femmes qui avaient un taux de vitamine D suffisant par rapport à celles qui ont une carence en vitamine D. Là aussi, pourquoi n'a-t-on pas dit aux Français « Allez chez votre médecin, faites doser votre vitamine D ». C'est un complément alimentaire de base. S'il n'y en avait qu'un, ça serait celui-là peut-être. C'est une vitamine qui est fabriquée, qui est métabolisée par le soleil. Donc le soleil est important. Et pour que cette vitamine puisse avoir des effets positifs sur votre corps, il faudrait rester tous les jours, un quart d'heure à moitié à poil en plein soleil. Quand on n'a pas assez de vitamine D, le système immunitaire va réagir à l'excès. Et on sait que cet excès va causer des dégâts bien plus importants dans le cas du Covid-19 que ce qu'aurait infligé le virus. Et un poumon qui est trop attaqué et qui est l'objet d'un champ de bataille trop important va ne plus être fonctionnel et c'est comme ça que le patient va mourir asphyxié. Et même, supposons que ça ne marche pas contre le coronavirus, on aura amélioré la santé des Français, on aura amélioré leurs os, on aura amélioré leur immunité, on aura réduit leur risque de cancer. Donc pourquoi ne pas l'avoir proposé au lieu de dire aux gens « rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les volets et priez pour que vous ne soyez pas malade ». En France, le 22 mai 2020, l'Académie de médecine a publié un communiqué dans lequel les académiciens affirment que la vitamine D devrait être donnée aux malades de la Covid pour atténuer la tempête inflammatoire et ses conséquences. Une information de la plus haute importance qu'aucun média ni aucune autorité sanitaire ne va pourtant relayer. Le professeur Hollick décide alors de mener plusieurs études grandeur nature pour évaluer concrètement l'action de la vitamine D sur le coronavirus à différentes étapes de la maladie. Nous avons mené une étude aux États-Unis sur 191 000 patients atteints de Covid-19 et nous avons montré qu'une carence en vitamine D augmente de 54% le risque de contracter cette maladie. Et ce, quelle que soit votre origine ethnique, votre âge ou la région où vous vivez aux États-Unis. Les résultats obtenus par le professeur Hollick sont exceptionnels. Ils sont publiés le 17 septembre 2020 dans le journal médical PLOS ONE. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la vitamine D réduirait de moitié les infections, mais en plus elle réduirait drastiquement la gravité de la maladie. Parallèlement, nous avons mené une autre étude pour déterminer si les patients hospitalisés pour des infections sévères présentaient ou non des risques accrus de complications et de décès en cas de carence en vitamine D. Et nous avons découvert qu'au-delà de 40 ans, les personnes ayant une carence en vitamine D présentaient un risque létal à 50% supérieur et qu'elles développaient beaucoup plus de complications liées à la maladie. Le professeur Hollick parle bien d'une baisse de moitié du nombre de morts avec de bons taux de vitamine D, ce qui est un résultat exceptionnel. Cela peut paraître difficile à croire, mais ces chiffres ont été confirmés par plus de 40 études internationales. Si l'on met en regard les personnes ayant pris ou non une supplémentation en vitamine D et ayant été contaminées, et que l'on analyse l'impact de la vitamine D sur la réduction des risques de complications ou de décès et les données scientifiques publiées,
eh bien, il en ressort que cette vitamine pourrait diminuer de 40 à 50% les formes sévères de l'infection et le risque létal. Je pense qu'on parle potentiellement de centaines ou de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation, effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime, à savoir la mort. Nous en concluons donc que c'est un bouclier puissant contre le risque de contracter cette maladie infectieuse grave. Une étude randomisée espagnole confirme la conclusion du professeur Hollick. Des chercheurs ont séparé en deux groupes 76 patients. Les 2 tiers ont reçu des doses importantes d'un analogue de la vitamine D3. Un tiers a reçu un simple placebo. Dans le groupe placebo, la moitié des patients est partie en réanimation. 2% seulement dans le groupe vitamine D. Mieux, tandis que 8% du groupe placebo sont décédés, on ne déplore aucun mort chez les patients du groupe vitamine D. À ce jour, on estime que 40% de la population mondiale est carencée en vitamine D. 80% en France. Parmi les plus touchés, les personnes âgées. Plusieurs études en France et dans le monde prouvent que la vitamine D réduit le risque d'infection et de décès. C'est ce qui a été observé dans un EHPAD frappé par le virus lors de la première vague. La vitamine D a protégé les malades. On a observé en fait que les résidents qui avaient été supplémentés en vitamine D récemment, en fait dans les 30 derniers jours avant l'infection, eh bien, avaient une survie qui était 90% supérieure aux résidents qui avaient reçu de la supplémentation en vitamine D plus ancienne. La vitamine D n'est pas le seul remède étrangement oublié face à la Covid-19. Pour se défendre efficacement contre cette maladie, notre corps a également besoin d'oligo-éléments. Parmi les plus importants, on trouve le zinc. Indispensable pour un bon fonctionnement du système immunitaire, le zinc a démontré une action incontestable pour enrayer le processus viral du coronavirus. C'est un oligo-élément qui est fondamental. Il intervient quand même dans 200 réactions chimiques dans le corps, en boostant les hormones, en boostant des enzymes. Donc c'est un truc qui est très important, le zinc. Le zinc est un métal indispensable pour que les cellules se divisent normalement. Donc, s'il n'y a pas de zinc, les cellules ne savent pas se diviser, on ne sait pas renouveler les cellules. Donc, le zinc est indispensable pour la cicatrisation, il est indispensable pour la régénération de l'intestin. Il est indispensable pour la réponse immunitaire. Le zinc a été considéré comme le nutriment le plus essentiel au système immunitaire et sa carence dans le monde est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts. Le zinc, en plus, on a des études qui montrent que ça marche sur le coronavirus. Si vous donnez une certaine quantité de zinc en aigu, vous avez une meilleure défense contre le virus. Mais évidemment, vous n'allez pas attendre d'être infecté pour prendre du zinc. Mais vous avez des dizaines d'études sur l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire pour réduire le risque d'infection virale. Alors non seulement ça réduit le risque d'infection, mais ça réduit surtout la gravité des infections. Pourquoi on n'a pas dit aux Français, prenez du zinc, allez voir votre médecin et voyez avec lui si vous avez besoin de zinc. On peut même doser le zinc dans le sang. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça. Mais ça rapporte rien à personne. Le pharmacien Claude Lagarde a été l'un des premiers en France à en être convaincu. En mars 2020, alors que la France vit la première semaine de son premier confinement, le docteur Claude Lagarde adresse une publication réalisée par son laboratoire à un réseau de plusieurs milliers de médecins pour les sensibiliser sur la pertinence de cet oligo-élément dans le traitement de la Covid-19. Nous avons été les premiers à parler du zinc. Après, tout le monde en a parlé, et tout le monde en parle. Mais moi, je n'ai pas inventé le zinc. Il était connu, le zinc. Depuis 50 ans, on sait qu'il est actif sur les maladies virales. Des vieux médecins nous ont appelés en disant « mais de toute façon, tout le monde le sait. Avant, on prescrivait aux enfants des oligo-éléments, du zinc et du cuivre quand il y avait des infections virales. » On a tout de suite vu que les gens qui tombaient, qui étaient malades, étaient des potentiels carencés en zinc. Car ce zinc agit à plusieurs niveaux. Dans cette infection, et dans les infections virales en général, il est capable de bloquer la réplication virale. Ça, c'est très important. C'est publié depuis 50 ans. Aucun n'en a parlé officiellement. Ensuite, il agit dans l'immunité. Il a un intérêt majeur aussi, c'est qu'il va probablement jouer un rôle dans la pénétration du virus dans la cellule. Il peut bloquer à ce niveau déjà la pénétration du virus. Dès que le virus est rentré dans l'organisme, il va créer des petites blessures dans le poumon. Il rentre par les voies respiratoires dans le poumon. Et il va créer des petites fissures, des blessures.
Et si on a suffisamment de zinc dans nos cellules de proximité, on va cicatriser, on va enrayer le processus en plus, puisqu'on bloque la réplication virale, et ça se termine. On a démontré que le zinc interfère avec la division du virus. Donc pour moi, le zinc devrait faire partie majeure de la stratégie de prévention et de traitement du Covid. Dans plusieurs schémas thérapeutiques qui intégraient l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, on a remis le zinc qui est en fait l'élément clé. Constat pour le docteur Cardillo à Los Angeles, qui est intervenu sur la chaîne américaine ABC pour confirmer que le traitement à base d'hydroxychloroquine ne fonctionne de façon optimale qu'avec du zinc. L'analyse du traitement à l'hydroxychloroquine, c'est qu'il ne fonctionne que lorsqu'on l'associe au zinc. L'hydroxychloroquine ouvre la voie au zinc, qui pénètre dans la cellule, puis bloque la réplication du virus. Vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la Covid-19 ? Chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures, il n'avait plus aucun symptôme. Récemment, une étude, et ça a été rapporté en congrès, a montré que les patients qui avaient un taux de zinc bas, qui avaient été hospitalisés, avaient 2,5 fois plus de risque de mourir que ceux qui avaient un taux de zinc normal. Mais on n'en parle pas, ça, vous avez entendu parler du zinc? Non. C'est aussi par des études épidémiologiques que dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, les gens âgés sont carencés en zinc à 50%. 1 sur 2 est carencé en zinc. Parce qu'ils mangent peut-être un peu moins bien, qu'ils assimilent moins bien au niveau intestinal. C'est beaucoup. Donc à eux, on pourrait en donner systématiquement. Et on aurait moins de besoins médicaux et médicamenteux pour les traiter, toutes ces personnes âgées qui sont suivies par des médecins régulièrement. C'est très facile de donner du zinc, même presque gratuitement dans les maisons de retraite. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On préfère vendre des médicaments chimiques très chers. Parce que peut-être les scientifiques d'aujourd'hui sont des jeunes générations et n'ont pas connu, il y a 30 ans, les publications sur le zinc. Tout est publié, tout existe. C'est incroyable. Incroyable que les comités scientifiques ne connaissent pas le zinc. Les grands spécialistes hospitaliers, et donc en particulier les experts qui ont géré cette crise, n'ont absolument pas cette culture. La seule prévention qu'ils connaissent des maladies infectieuses, ce sont les vaccins. Parce que pour eux, c'est la seule piste qui ait prouvé une efficacité. Mais c'est faux. On a des études sur le reste. Mais elles ne sont pas assez puissantes ou elles ne concernent pas un médicament bien précis. Donc, ils ne veulent pas le prescrire. Une autre molécule naturelle a obtenu des effets impressionnants pour soigner les patients gravement atteints par le coronavirus. La vitamine C. Les injections de vitamine C ont démontré, études scientifiques à l'appui, une réelle efficacité contre les infections respiratoires et sur les patients victimes de septicémie. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de médecins sont convaincus que les patients hospitalisés pour le coronavirus devraient recevoir immédiatement des injections de vitamine C. Mon grand-père pharmacien ne connaissait que 2 médicaments, la vitamine C et l'aspirine, pour se soigner de toute pathologie virale. La vitamine C se devrait d'être remise à l'honneur. La vitamine C, c'est un élément qu'on connaît depuis peut-être un siècle comme stimulant immunitaire. 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, déjà, on sait que ça a une action sur notre immunité. Et la vitamine C, elle a un avantage. Vous ne pouvez jamais faire d'excès. Vous ne pouvez jamais avoir un effet secondaire parce que vous avez pris trop de vitamine C. Parce que c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble. Donc si vous en prenez trop, elle va repasser dans les urines, c'est pas grave, vous risquez rien. Mais pendant qu'elle passe dans le corps, elle agit. Et donc les fortes doses de vitamine C pourraient être efficaces. Chez un patient qui est complètement diminué en antioxydants, la vitamine C va très rapidement éteindre les incendies. C'est un antioxydant puissant. Elle protège tout ce qui est la phase aqueuse du corps, donc l'intérieur des cellules. Donc cette vitamine C est une barrière et un protecteur majeur des cellules contre les attaques des oxydants. Et également, les globules blancs en ont besoin pour ne pas exploser quand ils arrivent sur le champ de bataille. Dans certaines maladies, la vitamine C nécessite d'être apportée à forte dose. Il n'est pas très facile de prendre par la bouche de fortes doses. Et on a depuis longtemps déjà imaginé la possibilité d'injecter la vitamine C, ce qui va booster l'organisme. Face au coronavirus, les injections à haute dose de vitamine C auraient peut-être pu sauver la vie de nombreuses personnes gravement atteintes. Ce traitement bon marché et sans aucun danger n'a pour autant trouvé aucun écho dans les médias. Le docteur Pierre Kory est spécialiste de la médecine de soins intensifs aux États-Unis.
Il appartient à un groupe constitué de 5 experts, tous rassemblés autour du professeur Marik, l'un des pionniers de l'utilisation de la vitamine C en injection. Le Dr Corey nous a reçus chez lui à Madison, dans le Wisconsin, pour nous raconter comment il a découvert ce traitement et pour partager avec nous les incroyables résultats des injections de vitamine C sur des patients admis en soins intensifs pour le coronavirus, et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires. Le travail que j'ai fait avec la vitamine C, ou ce que j'appelle l'acide ascorbique, est basé sur la découverte qu'a faite mon ami et collègue le Dr Paul Marik. Des études déjà publiées avaient montré que des doses élevées d'acide ascorbique en intraveineuse seraient très bénéfiques pour traiter les patients atteints de choc septique. Il a essayé sur 2 patients extrêmement malades qui s'étaient présentés à son hôpital et il a décrit que leur état physiologique s'était amélioré de façon très soudaine et abrupte. Cela l'a donc fortement intéressé et il a mené une étude dans laquelle il a traité la 50aine de patients suivants qu'il a reçus qui souffraient d'infections sévères et il a remarqué à chaque fois que ces patients se rétablissaient du jour au lendemain. Il a donc publié son expérience avec ces 50 patients en la comparant avec les 50 patients qu'il avait traités avant eux, sans utiliser la vitamine C en intraveineuse. Et ce qu'il a montré, c'était une diminution spectaculaire du taux de mortalité. Une grande quantité de patients survivaient avec beaucoup moins de défaillance des organes. Ils n'avaient pas d'insuffisance rénale, ils n'avaient pas besoin de dialyse. Je n'avais jamais entendu parler d'un médicament capable d'améliorer le taux de survie des patients de façon aussi significative. Impressionné par les résultats obtenus par le Dr Marik, Pierre Corey décide d'appliquer son protocole. J'ai essayé cela sur un patient qui venait d'arriver dans mon unité de soins intensifs. Il était extrêmement malade, c'était un patient qui n'avait aucun système immunitaire. Comme il était en train de recevoir une transplantation de la moelle osseuse, il avait terminé toutes ses séances de chimiothérapie, il n'avait plus aucun globule blanc et son état se détériorait rapidement. Ce que j'ai vu avec cet homme, c'est qu'en l'espace de 2 ou 3 heures, son état s'est stabilisé. Et au bout de 6 heures environ, ses reins se sont remis à fonctionner, sa tension artérielle s'est normalisée, son état mental s'est amélioré, il a pu parler plus clairement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à lui et à la puissance de ses réactions au traitement. Et quand je suis arrivé au travail le lendemain matin, il était en train de prendre son petit déjeuner en discutant avec sa femme et on s'apprêtait à le sortir des soins intensifs pour le ramener à l'étage où il était normalement. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé beaucoup de travaux dans ce domaine. J'ai mené ma propre étude et je dirais que ce que mon étude ajoute aux publications existantes, ce que j'ai découvert en utilisant cette approche dans mon propre service de soins intensifs, c'est que les effets de la vitamine C en intraveineuse et les réponses qu'elle produit dépendent entièrement du moment où elle est administrée. Il faut l'administrer très rapidement après l'arrivée du choc septique, de préférence aux urgences ou très tôt dans l'unité de soins intensifs. Fort des résultats spectaculaires obtenus avec la vitamine C sur des patients victimes d'un choc septique, les Dr Paul Marik et Pierre Corey vont appliquer leur protocole sur des malades atteints de la Covid-19. Les résultats obtenus confirment leurs prévisions. Puisque nous savons, et c'est la conviction que je partage avec mes collègues, que la vitamine C fonctionne dans les cas de choc septique ou de septicémie, devrions-nous en déduire qu'elle peut fonctionner aussi dans les cas de Covid ou de difficultés respiratoires liées à la Covid? Eh bien oui, absolument. Au stade où j'en suis aujourd'hui, nous avons déjà un essai randomisé contrôlé et un essai rétrospectif qui montrent tous les deux les effets très bénéfiques de la vitamine C à haute dose dans des cas d'insuffisance respiratoire liée à la Covid. Donc je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser ce traitement. Il est sans danger, peu coûteux, de nombreuses données montrent qu'il fonctionne très bien sur les lésions pulmonaires comme les pneumonies ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on devrait l'utiliser. L'efficacité des injections de vitamine C est observée aux 4 coins du monde. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains médecins snobent ce puissant outil thérapeutique. Selon un article, on a estimé qu'entre 15 et 20% des médecins aux soins intensifs l'utilisaient. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à mon avis, il y a peut-être 3 raisons à cela. Premièrement, il s'agit d'une vitamine. Et par rapport aux vitamines, depuis longtemps, dans la médecine allopathique professionnelle, il y a un énorme parti pris contre les vitamines. Donc, en tant que médecin, promouvoir des vitamines est considéré comme non scientifique et inconvenant. Deuxièmement, il y a un malentendu au sujet de la nature du traitement. Il ne s'agit pas juste de donner quelques comprimés de vitamine C aux patients. Et troisièmement, il y a cette obsession de faire des essais randomisés contrôlés pour apporter
apporter des preuves définitives. Et ce qui me tue vraiment, c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie. Et malgré cela, les médecins continuent de ne pas l'utiliser, parce que l'essai est trop modeste, parce qu'il faut en faire un plus grand, etc. Ce parti pris influence énormément la façon d'interpréter des données pourtant scientifiques. Si le zinc, la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réels traitements pour les malades du coronavirus, ils sont aussi, comme d'autres micronutriments essentiels, d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires. Car plus notre terrain est solide, moins le virus est dangereux. J'ai toujours aimé la formule de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase. Parce que vous vous rendez compte quand même que le même virus va, chez certains, donner rien, aucun symptôme. Les gens font l'infection sans strictement aucun symptôme, ils ne le savent pas, et d'autres meurent. C'est le même virus. Donc on ne peut pas dire que la gravité est liée au virus. C'est pas possible, puisque si la gravité était liée au virus, tout le monde aurait une maladie grave. Vous voyez, je veux dire, plus ou moins, bien sûr, mais là, ça va de rien à la mort pour le même virus. Donc c'est bien une histoire de terrain. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et donc, si on stimulait cette immunité de nos patients, est-ce qu'ils n'auraient pas des chances d'être moins malades? Mais à aucun moment, on a dit aux Français, stimulez votre immunité. L'absence de conseils préventifs est d'autant plus délétère que les confinements et la communication anxiogène des autorités ont impacté le moral de la population. Ce qui me rend le plus en colère aujourd'hui dans cette histoire de pandémie, c'est la peur que l'on a introduite chez la plupart de nos concitoyens. Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 est active et meurtrière. On a joué avec cette peur, on l'a entretenue et elle est dramatique à beaucoup de niveaux. On le sait tous, le stress fait chuter le système immunitaire. Ceux qui font de l'herpès le savent. Un gros stress, le bouton d'herpès sort. Pourquoi un bouton d'herpès sort? Parce que le système immunitaire a chuté. C'est connu de tout le monde, c'est incontestable. Nos défenses naturelles qui ont besoin d'être remontées parce qu'on est en face d'un virus se trouvent être au contraire amenuisées, affaiblies par, je dirais, la sinistrose, le catastrophisme, la panique qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé, dans tous les médias qui ne cherchent qu'à faire du sensationnalisme. On a vu celui que j'appelle le croque-mort officiel de la DGS, le professeur Solomon, qui venait tous les jours égrener ces chiffres quand même. C'était redoutable la manière dont il balançait ça. Quand on nous donne le nombre de morts, pourquoi ne pas dire ces gens qui meurent, ils étaient hospitalisés depuis 1 mois et demi. Ces gens qui meurent, ils ont tel âge, ils ont telle comorbidité, ils sont très obèses, ou ils ont... En entretenant la peur dans la population, je pense qu'on a au contraire aggravé les risques sanitaires plutôt que le contraire. Le stress est une agression psychologique, une peur, ou alors elle est chronique parce qu'on pense tous les jours à ce problème de virus. Et le stress met en branle des mécanismes de réponse aux agressions qui a tendance à nous carencer en certains micronutriments, en certaines molécules de la vie. Vous voyez ? Donc le stress concourt à nous carencer en magnésium, en zinc, en d'autres substances minérales essentiellement, mais il nous carence parce qu'il hyperconsomme certains nutriments. Donc si on n'a pas apporté l'équivalent tous les jours dans son alimentation, le stress va nous vider petit à petit de certaines réserves. Stress, isolement, manque de soleil, l'immunité de la population déjà fragilisée n'a en plus pas pu bénéficier de la part des autorités sanitaires de conseils avisés sur les gestes préventifs simples qui lui auraient permis d'optimiser ses défenses naturelles. Le professeur Toussaint l'a très clairement dit dans plusieurs de ses interventions. Interdire aux gens de sortir et leur interdire de faire du sport est une aberration scientifique. Parce qu'on réduit leur immunité alors que le sport augmente l'immunité. On a beaucoup d'exemples, mais il y a un qui m'a frappé le plus. C'est la petite femme âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait se nager pour soigner son neuropathie, donc une maladie vraiment douloureuse des jambes, et qui a été empêchée par, je pense, 4 policiers d'aller nager.
Donc ça, c'est une énorme absurdité. En plus, c'est contre-productif parce que le sport, ça renforce évidemment les défenses immunitaires. En conclusion, vraiment, je veux insister sur cette notion de diversité. Réellement, je crois qu'à la fois les décideurs, les experts, le grand public, mes confrères doivent comprendre que rien n'est plus riche que notre diversité et que la pensée unique n'a rien à faire en médecine. Et réellement, je crois au plus profond de moi que la pensée unique, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. Donc je veux vraiment que tous ensemble, on choisisse la vie.